Adoption au Conseil des ministres d'un décret portant création de l'École nationale supérieure, et elle va regrouper donc l'IDS et l'École normale supérieure de Koudougou dans le but de renforcer la formation des agents de l'enseignement. Tout le compte-rendu de la rencontre gouvernementale dans un instant. Après leur installation en avril dernier, les membres du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge des comptes en session ce mercredi. Ils devaient notamment donc définir les rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre du second compact. Et puis au Mali, le M5RFP a commémoré les événements donc des 10, 11 et 12 juillet 2020. 21 de ses partisans ont été tués donc lors de ces événements. Un collectif des victimes réclame justice. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À bientôt au Burkina, une école normale supérieure et un conseil de la nutrition. C'est l'une donc des informations communiquées par le Conseil des ministres de ce mercredi. La réunion gouvernementale a également fait cas d'émissions donc à l'étranger, de missions à l'étranger. Le résumé dans ce compte-rendu signé Abdelrahmini. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de l'École nationale supérieure. Cette école regroupe l'IDS, Institut des sciences, et l'École normale supérieure de Koudougou, ENESCA. Sa mission est de former le personnel enseignant. Cette innovation vise à rationaliser et à rendre plus efficace la formation des agents de l'enseignement. Cette école normale supérieure est un établissement d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et de recherche. Elle a pour mission la formation initiale et continue des personnels d'enseignement, des professeurs des lycées et collèges, des personnels d'encadrement, puisqu'il y en a également, et des personnels d'animation de la vie scolaire, d'orientation scolaire et professionnelle de notre pays. Puisque je rappelais tantôt que c'était la fusion de l'IDS et de l'ENESCA qui font désormais l'École normale supérieure. Le Conseil a également adopté un rapport relatif à l'autorisation de ratification d'un accord de financement avec la Banque islamique de développement d'un montant de plus de 27 millions de dollars. Cet accord vise le renforcement des soins de santé primaires. Ce projet de renforcement du secteur de la santé couvrira donc les régions sanitaires des Cascades, donc la région des Cascades, des hauts bassins, du centre-sud et de l'est de notre pays, et va viser de façon précise la construction et l'équipement de 25 CSPS, ce sont les centres de santé de promotion sociale, 100 postes de santé communautaires, et va équiper donc ou mettre en place 15 cliniques mobiles au profit des personnes déplacées internes. Le Conseil a aussi adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un Conseil national de la nutrition. Présidé par le président du Faso, la structure a pour objectif de relever les défis liés à la nutrition. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté un décret de nomination de 13 membres et de renouvellement de 14 autres à la Commission nationale de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Candidature de Bonaventure Ouedraogo donc à la CENI, issue de la chefferie traditionnelle. Elle est donc fermement rejetée par l'opposition. Le CEFOP menace de ne pas siéger à la CENI si d'aventure Bonaventure Ouedraogo restait candidat de la société civile. Le chef de file de l'opposition politique estime qu'il s'agit d'une affaire politique et qui sera réglée de la même façon donc politiquement. Ces propos d'Edi Komboego viennent en réponse à celles donc à ceux de ministres en charge de l'administration territoriale. Il est au micro de Fatima Tanikima. Au regard du profil du commissaire de la chefferie traditionnelle, nous avons dit qu'il est très coloré MPP. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que le 15 novembre, nous avons des documents, il a animé la campagne du MPP à Boussé. Il a demandé au MPP d'aller dormir parce que son candidat, Roch-Marc Christian Kaboré, sera élu et que les députés seront élus. Il a mené une campagne visible. C'est évident que soit Naba, qui est le commissaire de la société civile, notamment la chefferie coutumière, est carrément politique. Il ne peut donc pas être président non partisan, parce qu'il est déjà partisan.
tant que le commissaire Bonaventure n'est pas changé, la composante opposition politique ne siégera pas à la CENI. C'est clair, c'est net. Nous ne discutons pas là-dessus. Nous n'allons pas à une compétition, sachant que le président ou l'arbitre est déjà partisan. Installé en avril dernier par le Premier ministre Christophe Dabiré, les membres du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge des comptes au Burkina étaient réunis en session ce mercredi. Une rencontre axée essentiellement sur l'organigramme des acteurs de mise en œuvre du programme. Cette rencontre donc était placée sous l'égide de son président Mamadi Sano. Un reportage avec Sanata Seré. La présente rencontre du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge et comptes Burkina est principalement consacrée à la mise en place d'une gouvernance afin de définir clairement le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre de ce second compact. Il s'agira au cours de cette session de faire un organigramme, définir les attributions et aussi faire le point des rémunérations. Alors, vous savez que ce genre de programme qui est en plus américain à l'origine est très strict sur la gouvernance. Et nous avons lancé déjà un recrutement d'un directeur général avec 5 de ses principaux collaborateurs. Ce recrutement est en cours actuellement. Et après ce recrutement, il y aura d'autres recrutements qui seront pas de moindre importance, mais qui seront les collaborateurs de la direction générale du Millennium Challenge Burkina Faso. Cette deuxième phase du programme est essentiellement axée sur le secteur de l'énergie. Elle va permettre, selon le président du comité d'orientation et de suivi, d'améliorer le taux d'accès à l'énergie au Burkina Faso. Vous savez que l'énergie, c'est la base de tout développement. Et ayant pris conscience de cela, ce programme américain va être destiné au renforcement des capacités de l'énergie et pour arriver à ce qu'on ait des kilowatts les moins chers possibles pour pouvoir développer non seulement l'industrie, mais l'ensemble du développement de notre pays. Ce programme concerne effectivement l'énergie solaire, ça concerne le transport de l'énergie, et ça concerne aussi le stockage de l'énergie, et ça concerne tout ce qui est renforcement des capacités de l'énergie au Burkina Faso. Ce second compact du Millennium Challenge compte financé par les États-Unis à hauteur de 500 millions de dollars est prévu pour une durée de 5 ans. Il va s'articuler sur 3 projets, à savoir le projet de renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité PREDEL, le projet d'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse à Padoel et le projet réseau et accès à l'électricité Praella. Le secrétaire général de la Défense nationale par intérim a été installé hier dans ses fonctions par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le colonel-major Jean-Calvin Traoré remplace à ce poste le colonel-major Naba Théodore Palé. Ce dernier appelé à faire valoir son droit à la retraite. Image avec Abdoulaye Migné. Le colonel-major Jean-Calvin Traoré assure désormais l'intérim de secrétaire général de la Défense nationale, cumulativement avec ses fonctions de directeur de la défense stratégique et de la réglementation. Il a été nommé par une note du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré en attendant la prise d'un décret en Conseil de ministres. Quant au personnel du SGDN, je les invite à conjuguer tous leurs efforts pour mener à bien toutes les missions qui nous sont confiées et que nous puissions effectivement relever haut le drapeau du SGDN. Je voudrais dire également au secrétaire général qu'il peut bien sûr compter sur nous parce que nous n'allons ménager aucun effort pour accomplir nos missions et que nous serons toujours disponibles pour les missions qu'ils veulent nous confier. Après plus de 3 ans passés à la tête de ce service, le néo-retraité en la personne du colonel-major Naba Théodore Palé assure que de nombreux acquis ont été engrangés, notamment l'élaboration des textes de référence de la sécurité nationale, la stratégie de sécurité nationale et le projet de loi sur l'organisation générale de la sécurité nationale. Le secrétariat général de la Défense nationale est une structure rattachée au Premier ministre et qui a pour mission, d'une part, de conseiller le Premier ministre en matière de sécurité et de défense, d'autre part, d'être le secrétaire des organes centraux de la défense, comme le Conseil supérieur de la défense nationale, le Conseil interministériel de renseignement du territoire, qui sont les organes qui doivent orienter et conduire la défense nationale. Voilà. Et ces organes-là étaient un peu en sommeil, donc nous avons réussi à les
activer et à les mettre en œuvre. Et même s'ils n'ont pas atteint le régime de croisière, ils sont en montée de puissance. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre, Luc Hien, qui a présidé la cérémonie d'installation. Quant au représentant du personnel Mahmoud Traoré, il a exprimé sa reconnaissance au colonel-major Naba Théodore Palé pour avoir imprimé sa marque à l'évolution du secrétariat général de la Défense nationale. La France est responsable de la situation sécuritaire dégradante au Burkina. C'est le Réveil citoyen qui le dit. L'organisation a dénoncé face à la presse donc ce qu'il qualifie de deuxième colonisation du Burkina, tout en avançant un certain nombre d'arguments. Le Réveil citoyen va plus loin en affirmant que la France tire profit du terrorisme au Burkina et estime que les Burkinabés devraient être unis. Le Réveil citoyen donc était face à la presse. Aujourd'hui, on en parle avec Mickaël Toukré. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes. 1200 personnes ont déjà trouvé la mort et on dénombre plus d'1 million de personnes déplacées internes. L'organisation de la société civile, le Réveil citoyen, dans sa déclaration, pointe un doigt accusateur sur la France qui, selon elle, est responsable des attaques terroristes au Burkina Faso. À travers le soutien aux groupes armés, le Réveil citoyen estime que la France est dans une logique d'imposer au Burkina Faso une deuxième colonisation. Demandez aux commerçants, aux grands importateurs, vous ne pouvez rien commander sans que la France n'ait quelque chose là-bas. Pas possible. Mais nous disons que si dans cette guerre-là, malgré ce qu'on fait là, vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas donner à nos ennemis là les mêmes armes que nous avons payées avec vous. Puisqu'on a constaté ça plusieurs fois. Pour nous, le soutien est hypocrite. Donc nous voulons une France juste, comme son nom l'indique, une France franche. Si vous allez fouiller, vous allez connaître que les Africains, les présidents même sont leurs mains dans la bouche des Européens. C'est nous les citoyens qui doivent se battre pour sauver notre Afrique là. Et en particulier le Burkina Faso. C'est l'or, les lycées de nos sous-sols qui ont fabriqué tout ça là-bas. Et c'est la France a quelque chose. La France n'a rien, il faut qu'on se dise la vérité. En tant que citoyen, fils de Burkina ou panafricain, nous devrons vraiment aller jusqu'au bout pour libérer l'Afrique. À cette conférence de presse, la France est mise sur le banc des accusés. Et pour le Réveil citoyen, venir à bout de cette guerre dite asymétrique nécessite une union des Burkinabés. Pour Inoussa Kaboré et ses camarades, la situation sécuritaire au Burkina Faso est plus que jamais critique. Il invite donc la population à faire bloc autour du président du Faso. Vous et moi, si la France nous appelle même à l'ambassade, vous et moi, on ne peut pas aller dire ce qu'on sait. Mais si on a le soutien de tous ceux qui sont dans la salle, là, on peut le dire. C'est pourquoi nous avons demandé aux Burkinabés sincères, les patriotes et les panafricanistes, de se retrouver, de se mobiliser derrière le président. C'est à ce moment qu'il peut prendre des mesures. Sinon, si c'est mis seul à prendre des mesures comme nous pensons, et je crois qu'il ne va pas finir son mandat. Oui, à partir de leur conscience, qu'on chasse, c'est comme ça. Nos frères là, ils sont en train de mourir. Si la France ne révise pas sa position selon le Réveil citoyen dans son soutien aux groupes armés, les responsables de cette OSC menacent d'inviter les Burkinabés au boycott des produits français au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, plus de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale met à la disposition du Burkina pour le financement de 4 projets, signature des accords de financement ce matin entre le ministère en charge de l'économie donc et la représentante de la Banque mondiale au Burkina. Image avec Maxime Jules Bambara. Le ministre de l'économie, des finances et du développement et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, procédant à la signature de 4 accords de financement. Le premier est relatif au financement du projet communautaire de relance et de stabilisation au Sahel. Le deuxième porte sur le financement du projet de déploiement du solaire à large échelle et électrification rurale. Les 2 derniers accords, eux, concernent le projet d'appui au renforcement de la gestion foncière et des mines et le projet d'appui à l'inclusion financière. Selon la représentante de la Banque mondiale, ces conventions s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ces 4
conventions de financement qui s'inscrivent dans les 4 objectifs de notre nouvelle stratégie qui vise à renforcer la présence positive de l'État sur toute l'étendue du territoire et à améliorer la délivrance des services de base aux citoyens. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir accompagner les secteurs productifs tels que l'énergie pour créer les conditions de développement du secteur privé et également créer les emplois et renforcer l'employabilité des jeunes. Et le troisième, c'est tout ce qui est le capital humain, qui est un élément très important pour pouvoir permettre aussi de renforcer la résilience dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la protection sociale pour les couches les plus vulnérables. Et enfin, le troisième objectif, c'est par rapport à tout ce qui est résilience par rapport aux chocs climatiques tels que les changements climatiques et autres. 92 milliards de francs CFA vont contribuer à la mise en œuvre du projet de déploiement du solaire à large échelle et à booster l'électrification rurale. Quant au projet relatif à la gestion du foncier et des mines, il sera financé à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Des financements qualifiés d'inédits par le ministre en charge de l'énergie et des mines. Aujourd'hui, nous avons un accompagnement de la Banque mondiale pour près de 325 MW crête d'énergie solaire et de 325 MW de stockage avec batterie. C'est inédit, c'est une première en Afrique de l'Ouest et cela conforte le Burkina Faso donc, dans son rôle de leader en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Ce projet aussi va permettre donc, la mise en place de mini-centrales solaires en milieu rural. C'est près de 300 villages qui vont avoir donc l'accompagnement et la connexion de plus de 120 000 ménages. Le montant total des 4 accords du financement est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Il est constitué, selon la représentante de la Banque mondiale, de 50% de dons et 50% de crédits concessionnels. Un retard dans l'exécution des travaux de la route Guiba-Garango, longue de 72 km, c'est le constat fait hier mardi par le ministre en charge des infrastructures accompagné de son collègue des transports. En plus de la route nationale 17, ils ont aussi été sur les chantiers d'autres infrastructures à Tinkodogo, dont le centre-est, le point de la sortie terrain avec Fatima Tanikima. Le calvaire des usagers de la route Guiba-Garango, long de 72 km, reliant le centre-sud au centre-est, est loin d'être terminé à quelques mois du délai de livraison. Lancé le 28 novembre 2019 par le Premier ministre burkinabé, avec un délai de 24 mois, dont 18 mois déjà consommés, le taux d'avancement des travaux est de 27,33%, avec 27 km de couches de fondation et 14 km de couches de base réalisées sur les 72 km de route. Selon l'entreprise en charge des travaux, ce retard est une des conséquences de la maladie à coronavirus. Cette pandémie a eu pour conséquence une incidence sur l'amener du personnel et l'amener du matériel de l'entreprise. Donc, quand on parle de l'amener du personnel et du matériel de l'entreprise, ça sous-entend tous les engins de terrassement, les engins de concassage et y compris dans certains cas le déploiement du personnel d'encadrement et d'exécution du côté de l'entreprise. L'entreprise qui a à son actif 2 concasseurs sur ce projet promet envoyer un 3e pour booster la production de la matière nécessaire pour l'exécution de la couche de base et de roulement. Le ministre des Infrastructures s'est dit satisfait de l'état actuel de l'avancement des travaux et a exhorté l'entreprise à accélérer davantage. Et nous avons saisi l'occasion pour également instruire la mission de contrôle, l'entreprise et donc nos collaborateurs de procéder à une évaluation immédiate du tronçon Garango-Tinkodogo. Vous savez bien que si nous finissons Guiba-Garango et que Garango-Tinkodogo reste dans l'état très délicat dans lequel il se trouve aujourd'hui, nous n'aurions pas accompli véritablement notre mission. Cette visite de chantier du ministre Éric Bougman nous a conduit aussi dans la ville de Tinkodogo. Ici, nous avons pu constater également l'état d'avancement des travaux d'élargissement de la route nationale numéro 16 sur 2 km, une voirie en pavé en construction ainsi que d'autres voies déjà réalisées.
5e semaine de la sécurité routière du 12 au 17 juillet à Manga. Le ministère du Transport, en collaboration avec l'Office national de la sécurité routière, a initié une journée de sensibilisation au port du casque. C'était hier mardi donc dans la ville de Manga. Cette séance a mobilisé donc population et membres du gouvernement à la place de la nation donc de Manga. Image avec Sanata Serré. Insécurité à Bobo-Dioulasso. Nous étions de passage aux environs de 20 h dans le quartier Wenzenville lorsque nous entendions des coups de feu nourris. Une situation qui a occasionné la panique et la débandade. Au constat, des individus non identifiés ont pris d'assaut une boutique de transfert Orange Money. Bon, j'étais là en train d'arrêter mes comptes. Bon, à ma grande surprise, voir 2 personnes qui sont rentrées sur moi. Bon, l'autre était avec un calache, l'autre est rentré sur un pistolet. J'avais refusé de fermer. Il a essayé de forcer la porte pour rentrer. Bon, il m'a dit de me coucher, je me suis couché. Puis il a commencé à ramasser mon argent qui était sur moi. Bon, oui, ils sont partis au moins, ça va être 2,8 millions et poussière comme ça. D'habitude, à 22 h je fais. C'était tout ce calculé, je n'ai rien vu. 2 personnes seulement. Ces images de vitres brisées sont quelques dégâts causés par des coups de fusil. Au fait, bon, ils sont venus comme des clients ordinaires. Ils sont venus en blouse. Ils sont rentrés directement. Bon, il y avait une fillette qui était à la porte. Bon, il a secoué un peu la fillette et puis il est rentré. J'étais tout juste arrêté en face d'eux, je regardais. Entre-temps, je vois que le gars il a enlevé son arme. L'autre est resté dehors, au grand dehors. L'autre est rentré directement. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais l'autre là, il a commencé à tirer partout. Jusqu'à ce qu'il a cassé mes vitres et les boissons. Bon, nous tous on s'est échappé. Selon les témoignages recueillis sur place, des individus cagoulés sur une moto sans immatriculation ont ouvert le feu. 10 douilles ont été retrouvées et emportées par la police. Les images donc de Bobo-Dioulasso, donc rapportées par notre correspondant Joseph Koudougou. Un moment de frayeur dans la soirée donc. Dans le quartier numéro 16, 2 individus armés de pistolets automatiques et de Kalachnikov ont braqué une boutique de transfert électronique de monnaie. La somme de 2 800 000 francs CFA a été emportée. Et puis donc, dans la suite de ce journal, conférence sur le métier du journalisme, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication Hypermic a organisé une séance de partage d'expériences dans le domaine du journalisme. Le journaliste Abdoulaye Barry, par ailleurs conférencier du jour, a partagé donc l'expérience de son parcours, un tête-à-tête qui a permis aux étudiants de comprendre donc les avantages également, les exigences du métier du journalisme. Mamedri Nakamabou. Le journaliste indépendant Abdoulaye Barry en entretien avec les étudiants de l'Hypermic, Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. 2 heures durant, Abdoulaye Barry a partagé son expérience dans le domaine du journalisme avec les plus jeunes. En 20 ans de carrière, Abdoulaye Barry a réalisé plusieurs entretiens et reportages, notamment dans des zones à risque. Et lors de cet échange à bâton rompu avec les étudiants de l'Hypermic, Abdoulaye Barry est revenu sur les grands moments de son parcours. Il s'agit pour moi de retracer un peu les grands faits marquants de ma carrière de journaliste, ce métier que j'ai exercé pendant une vingtaine d'années, où j'ai fait des reportages de guerre en tant que reporter, mais où j'ai rencontré énormément d'hommes politiques, de personnalités les plus influentes au monde avec qui j'ai eu des interviews. Il s'agit donc de partager cette expérience avec ces jeunes qui ont envie d'être journalistes pour leur donner plus de motivation, parce qu'il est évident que chacun de nous a besoin de s'inspirer de l'autre pour avancer, et j'espère que ma petite expérience leur servira pour avancer et avoir la passion intacte pour leur métier de journaliste. Communicateurs et journalistes en devenir, ces étudiants ont écouté avec attention l'exposé de l'invité du jour. Un échange qui a consolidé la vocation de ces jeunes qui espèrent marcher sur les pas d'Abdoulaye Barry dans un futur proche. Comme tout autre métier, le journalisme a ses avantages et exigences. Tous ces aspects ont été également soulevés.
C'était des moments d'édification, vraiment d'édification, parce qu'il nous a fortifiés, il nous a donné des paroles vraiment qui nous ont fortifiés. Et vraiment, il nous a invités à être passionnés, à aimer ce que nous faisons et vraiment à pouvoir mettre de la force dans ce que nous faisons. C'est mettre en pratique les conseils qu'il a donnés et ne pas mettre l'argent au devant de toutes les choses, parce que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est un moyen comme toute autre chose. Et je pense qu'avec ces conseils, nous allons être vraiment des professionnels dans toutes nos activités. Initiée par les premiers responsables de l'Hypermic, cette activité a pour objectif d'amener les étudiants à côtoyer leurs aînés afin qu'ils préparent et réussissent leur insertion dans le milieu professionnel. Donc c'est une occasion pour eux de faire des échanges avec des professionnels qui sont en activité ou bien qui sont déjà sortis d'activité pour quand même comprendre les réalités du terrain et également comprendre comment ça se passe, ce qui les attend et conforter leur position parce qu'ils ont déjà choisi leurs options. Au regard de l'impact et de l'engouement suscité, ce même exercice avec d'autres invités aura lieu la semaine prochaine. On laissait entendre les premiers responsables de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Et puis au Mali, justice est exigée par le collectif mis en place au profit des victimes des violences de juillet 2020 au moment de la désobéissance civile face à la situation politique. Le collectif a donné de la voix donc lors de la commémoration de cette période de l'histoire. Le mouvement du 5 juin dit avoir dénombré 21 morts dans ses rangs. On en parle avec notre correspondant Bouré Massoulo. Certains manifestants du M5 RFP sont tués devant la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko lors de la désobéissance civile au mois de juillet 2020. L'imam Dicko était alors l'autorité morale du mouvement contestataire. Selon lui, la cible de la force antiterroriste était claire. Il y a des djihadistes qui sont étrangers dans la mosquée de Dicko. Et on est là, on est en train de poursuivre. Ils ont créé ce mensonge-là pour tuer des innocents, des enfants d'autrui. Parce qu'après ça, il m'a livré moi-même au verdict mondial. Oui, Dicko, il est en train de préparer un coup d'État rampant. Il veut instaurer une république islamique. Il veut montrer la charia. Il va faire... Écoutez, voilà ce qu'ils ont manigancé comme mensonge pour essayer aujourd'hui de m'assassiner. Ils n'ont jamais cessé d'ailleurs d'essayer. Ils n'ont pas encore cessé. Ça continue encore. Aussi, l'imam Dicko demande la justice pour les victimes des manifestations de juillet 2020. On ne demande pas, nous, la vengeance. On demande la justice. Je l'ai dit, cette justice qu'on a tant de crier, nous avons aussi une part de responsabilité. Vous ne pouvez pas donner un tel pouvoir à des hommes sans les encadrer et les mettre dans les conditions et leur demander de bien travailler. C'est eux qui doivent se battre pour chercher un statut particulier. Ce n'est pas normal. Donc dans notre démocratie, il y a beaucoup de choses à redire. Le collectif des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020 déplore que depuis la chute d'Ibeka, rien n'a changé pour les blessés qui continuent de souffrir. Au niveau du collectif, nous, on a pu recenser 11 familles en plus de 40 blessés graves. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le bal. Faute de moyens, on n'arrive pas à faire leur traitement. Il y a des gens qui ont besoin d'être évacués. Mais une année, que ce soit après le départ de Ibeka et son gouvernement, une année, que ce soit le régime militaire, que ce soit après les événements du 18, n'importe quel gouvernement n'a pas pris la prise en charge des victimes. Lors de cette journée commémorative, l'imam Mahmoud Dicko en a appelé les Maliens à désarmer leur cœur pour relever les défis qui attendent le pays. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.